Bismillah. Tout commence par une disparition. La disparition d'un homme est signalée à la police de son quartier. Les premières investigations débutent par une surveillance de quelques jours et se terminent à minuit par l'arrestation d'une femme bizarre, au domicile du disparu. Elle avoue spontanément sa complicité simple, puis être l'auteur du crime. Le cadavre est introuvable, c'est la hantise de la police. Elle est irritée, elle veut mener l'enquête rapidement. Le criminel se fait passer pour une victime envoûtée et manipulée par un devin. L'a déjà tué, dit-on. Alors se pose la question de savoir si cette femme est une victime ou une vraie criminelle sanguinaire, une récidiviste ou une psychédélique. Elle affabule, délire, monte un scénario digne d'Alfred Hitchcock dans lequel l'habitude du crime lui donne le génie de savoir tromper. Elle tue et se dit aussi victime d'une machination montée par des terroristes. Un crime crapuleux, doublé de barbarie. Elle fait disparaître le corps, elle impose un deuil permanent à la famille du disparu. Sans le corps, il est difficile de faire le deuil. Le traumatisme suivant l'attentat du 11 septembre 2001 est encore si fort qu'il ne laisse aucun doute sur une affaire de terrorisme. La police est elle-même entraînée dans un délire hallucinatoire. Elle passe à l'action et ne se fixe aucune limite. Il suffit d'être basané ou musulman pour être tenu pour un criminel ou un terroriste. Tout intègre que vous êtes, vous pouvez être confondu. La criminelle avance un homonyme musulman à résonance terroriste, Moulay, un devin de renommée soutenu par un cerveau du terrorisme, le dangereux Amin. La police en effervescence transforme l'enquête sur une disparition en une intervention musclée pour mettre hors d'état de nuire un dangereux réseau de terrorisme bien organisé. Un crime, certainement crapuleux, est transformé par la force des choses en attendant au fondement de la paix et de la République. Il faut agir pour défendre la démocratie de la tyrannie du terrorisme. La criminelle roule la police dans la farine et met plusieurs personnes en cause. Elle sait qu'elle n'a rien à perdre. Un crime crapuleux reçoit une sanction pénale lourde. À l'aide de ses avocats, elle joue le tout pour le tout. Elle a réussi à porter des accusations mensongères sur des tierces personnes et la police et le juge d'instruction l'ont, dans un premier temps, cru. Elle cherche à faire croire aux policiers et aux juges d'instruction qu'elle a été envoûtée et qu'elle est victime de la manipulation d'un réseau terroriste qui tue des innocents sans mobile. Ils l'ont cru. Un déploiement de moyens humains et matériels est déclenché. On ne lésine pas sur les moyens. Quand il s'agit de la sécurité du citoyen et du pays, la tyrannie frappe aveuglement, les arrestations défilent, la sécurité de l'État passe avant tout. Les droits de l'homme ne sont plus qu'un slogan. Les enquêtes battent leur plein dans toute la France, pour ensuite s'étendre en Italie, puis au Maroc. La chasse aux criminels imaginaires est donnée. Le battage du néant a commencé, l'éloge de la police scientifique et de tous les vents. Bravo. Jeudi soir, 9 octobre 2003. La soirée est agréable, le ciel est éclairé de la pleine lune. Une période propice aux rêves et aux bonnes intuitions. Un moment favorable à l'apaisement de l'intellect. Durant les 24 heures qui suivent ce cycle lunaire, les astres décident de ce qui se produira dans l'autre cycle lunaire, l'avenir de l'homme. Le présent est déjà dans le passé et l'avenir est dans le présent. Je me couche tôt durant cette période, contrairement aux autres jours où je travaille tard dans la nuit. La nuit favorise le travail intellectuel et l'inspiration par intuition. Les énergies négatives sommeillent pendant la nuit. La lune, ce globe, partie lumière, partie ombre, est placée symétriquement entre le soleil qui l'alimente et la terre qu'elle éclaire. Je dormais paisiblement sous cette pleine lune croissante, un sommeil paisible, réparateur qui évacue les énergies négatives pour laisser place aux énergies positives dans le corps en état de réceptivité. Une légende axée sur l'observation des astres favorise l'idée que tout ce qui a été décidé sous la lune de la nuit, du destin, se conçoit et s'accomplit les jours de pleine lune. Pour se réaliser au cours du cycle lunaire suivant, les naissances et les décès, sans compter la programmation initiale de l'évolution de l'être humain. Ce qui est écrit et ce qui est à écrire. Les dires sont issus du verbe. Le verbe, par la lumière, crée la matière ou par le choc des lumières, l'antimatière.
L'opinion qui n'a guère d'intérêt reste personnelle, sinon elle devient la propriété de tous. Les croyances aussi. Selon une autre légende, l'antimatière est à la pointe de la science. Les Atlantes, peuple des Illuminés, ont voulu percer les secrets de l'inconnu et atteindre Dieu, subhanahu. Forts de leur science, ils ont créé l'antimatière qui les a engloutis. La suite est une question de croyance. Souvent, nombre de choses que nous faisons se servent strictement à rien. Les croyances nous obligent à les accomplir. La croyance est un choix. Je maintiens que la Lune est un astre bipolaire formé de lumière et d'ombre et que nulle matière ne peut l'approcher dans son rayon. Le mot allunir n'a aucun sens, si ce n'est qu'il sert à l'imagination de l'homme. Soyons raisonnables et restons à atterrir et à amérir. Les croyances dans le pouvoir du ciel qui influence le cours de toutes les vies, les croyances dans les observations des astres qui informent et décident du mouvement terrestre, tout cela prend sa source dans les informations versées dans le passé et reçues comme héritage. Aujourd'hui, le contenu est dans l'abstrait total où rien ne peut se vérifier. Alors tout ce qui se produit sur notre globe est décidé par les astres et communiqué à l'astre principal, la Lune. J'exclus le Soleil de la catégorie des astres communs. La pleine Lune luit et éclaire de sa splendeur la nuit. Elle entre en totale activité à 22 heures jusqu'à 2 heures du matin, où progressivement elle diminue sa plénitude et son action. Les heures sont propices au sommeil, qui recharge l'être humain en énergie physique et en énergie intuitive et intellectuelle. Les autres jours, les règles du sommeil restent fidèles aux dispositions et conceptions propres à chaque société, jugées comme profitables au bon fonctionnement du métabolisme. Ceux qui soutiennent que des nuits complètes de sommeil sont nécessaires au fonctionnement optimal de la matière physique me laissent dubitatif quant à la véracité de leurs recommandations. Je plaide plutôt pour l'écoute du corps. Je me repose plusieurs fois à raison de 15 minutes durant le cycle circadien. Je suis attentif aux besoins du corps. Ainsi, je plonge dans un sommeil continu de 2 à 3 heures par nuit, selon l'intensité des efforts fournis au cours de la journée. Un rythme auquel je suis habitué depuis mon plus jeune âge, sans aucune répercussion négative sur ma santé, ni sur la disponibilité de mes éléments. Le temps de sommeil n'a jamais été défini, ne serait-ce qu'approximativement pour en déterminer le nombre d'heures indispensables. Tout se limite à l'héritage des habitudes et des convictions sans procréation d'une vérité définitive. D'ailleurs, l'évolution intellectuelle démontre que les vérités d'hier n'ont plus cours aujourd'hui. Le mensonge ne fait que le trait d'union entre une vérité acquise et une vérité à naître. Tout en nous est fractionné pour se répartir en parts égales, de la dimension du tiers. Le temps de sommeil est inclus dans celui du repos. Le sommeil se conforme à cette règle de répartition. Seule l'activité du métabolisme différencie une personne d'une autre. Sinon, les étapes restent les mêmes. Étape du repos, étape de l'alimentation et du plaisir, étape de l'activité. Chaque personne hérite et se crée des croyances auxquelles elle s'attache. J'ai des croyances que j'exploite sans jamais m'y attacher. Dès que la raison m'indique une perfection, j'y adhère. C'est le pouvoir d'accepter et de changer pour évoluer en permanence.